La troisième saison approche de son dénouement et nous avons franchi le seuil de l'origine des silos. Mais une question reste, est-ce que Lucas et Patrick sont encore vivants? Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Dans l'épisode de la semaine dernière, nous avons appris que l'algorithme avait approuvé la mission de sauvetage du silo 17 uniquement pour détourner l'attention de Juliette, alors même que la vitamine D+, était injectée dans le réseau de distribution d'eau à l'insu de tous. Dans le passé, Daniel et Hélène venaient de descendre d'une voiture sans chauffeur pour pénétrer dans un hangar ultra secret, où la sénatrice Thurman les a accueillis en leur proposant de contribuer à sauver le monde. L'épisode 7 reprend le fil des événements et, fidèle à son titre, se concentre largement sur les signaux radio. C'est l'un des épisodes les plus tendus de la saison. À la fin, je retenais mon souffle, tout comme Juliette. On voit Juliette prendre Lucas et Patrick Kennedy à part pour leur exposer le véritable plan. L'épisode précédent nous avait déjà appris ce dont elle a réellement besoin, c'est qu'ils découvrent l'endroit précis par lequel le poison du dernier recours pénètre dans le silo. Kennedy n'est pas chaud à l'idée de pénétrer dans un autre silo, et Lucas propose d'y aller seul. Juliette insiste pour qu'ils soient deux au cas où l'un d'eux viendrait à mourir, une perspective que Kennedy trouve tout aussi rassurante qu'on peut l'imaginer. Il avoue que la mission lui importe peu, il veut simplement se trouver n'importe où ailleurs que dans un autre trou sous terre. Une fois que Juliette accepte de le laisser faire ce qu'il veut, après avoir déposé Lucas en toute sécurité au silo 17, il accepte. Sims retrouve Juliette après lui avoir fait parvenir un message via son ancien garde du corps Jerry. Il se retrouve en secret, Sims l'avertit que la drogue a déjà été introduite dans le réseau d'eau, ce que confirment les gardes postés devant la station de filtration, et lui conseille de boire du lait, du jus, du vin. Bref, tout sauf l'eau du robinet. Il lui confie également qu'il est surveillé, comme on a vu Camille le demander à son équipe de sécurité dans l'épisode précédent, et que ce doit être leur dernier contact pour quelque temps. C'est un véritable plaisir de voir Common dans ce rôle à chaque apparition. Avant le début de la mission, on assiste à un moment très touchant entre Kennedy, Kat, Sandy et Danny. Ils évoquent Doris, la défunte épouse de Kennedy, et la façon dont elle plaisantait en disant que si jamais elle devait sortir pour nettoyer, elle le ferait en chantant, heureuse de se retrouver à l'air libre, ne serait-ce que pour 1 minute. Or, cette fois, c'est au tour de Patrick de partir pour de bon. Une fois équipés, ils se choisissent des surnoms. Martha devient Répartition, Lucas l'adjoint Turley, Juliette Crane et Kennedy Calso, bien que ce dernier proteste, souhaitant un autre nom. Le sas s'ouvre, laissant place à une séquence d'une beauté saisissante. On découvre l'extérieur, d'abord à travers le regard de Lucas, qui contemple avec émerveillement l'immensité du ciel nocturne et la voie lactée, disant que tout cela est bien plus vaste qu'il ne l'imaginait. C'est une scène magnifique, qui trouve toute sa résonance grâce au lien que le personnage de Lucas entretient avec le ciel que nous voyons depuis la toute première saison. Kennedy livre immédiatement une évaluation plus réaliste de la situation, faisant remarquer qu'il n'y a rien dehors, absolument rien. J'apprécie tout particulièrement la réussite de cette séquence qui repose sur le contraste entre la perception de l'extérieur qu'ont Lucas et Kennedy. Kennedy avait toujours cru que le monde extérieur serait luxuriant, guéri et foisonnant de vie. On le voit perdre tout espoir en l'espace de quelques instants. À l'inverse, Lucas, le rêveur, est saisi d'émerveillement face à l'immensité du firmament, car cette réalité ne contredit pas nécessairement l'image qu'il s'en faisait. Alors qu'il progresse vers le niveau suivant, on peut entendre un bourdonnement, suivi de coups de feu, des cris de Lucas, puis les parasites. Juliette et son groupe sont sous le choc. Juliette tente de garder son calme et demande à Danny de rallumer les écrans de la cafétéria. Elle élabore un plan de repli consistant à se cacher dans l'atelier et à demander à Sandy de la couvrir si Camille venait à sa recherche. C'est une séquence déchirante, on la voit donner des instructions de plus en plus précipitées et décousues à mesure que la réalité de la situation s'impose. L'algorithme informe Camille sans détour que Lucas et Kennedy ont été neutralisés, puis enchaîne sur le véritable sujet de la conversation, la vidéo intégrale du nettoyage effectué par Juliette qui révélait une quantité de cadavres équivalente à la population entière d'un silo, la preuve que le dernier recours avait été empêché, du moins momentanément. L'algorithme insiste aussitôt sur le fait que momentanément est le mot-clé et que le dernier recours est, en réalité, inévitable. Il charge Camille de déterminer si Juliette est d'un avis différent et si elle compte tenter de bloquer la leur. Ce moment est intéressant car il révèle énormément de choses sur le dernier recours et on pourrait se dire que si il y a un plan pour tuer les gens dans le silo, il doit forcément avoir un plan B.
Camille va voir Juliette pour lui annoncer que Lucas et Kennedy ne sont jamais arrivés au silo 17. Elle a presse de questions sur les motivations de la mission, mais Juliette, tout en tenant une arme dissimulée derrière la porte, soutient qu'il n'a jamais été question que de sauver les enfants qui lui avaient sauvé la vie. Lorsque Juliette demande ce qui est réellement arrivé à ses amis, Camille répond platement et de toute évidence faussement qu'il s'agissait d'une défaillance de la combinaison, ajoutant que c'est ce qui arrive quand on précipite les choses. Juliette réplique avec ironie qu'ils auraient effectivement dû prendre plus de temps pour rendre les combinaisons à l'épreuve des balles, laissant ainsi entendre qu'elle a conscience qu'il y a eu mal donne. La tension dans cette scène était palpable. Ce duo est passé de simples conversations au début de saison à des ennemis jurés en peu de temps, et c'est incroyablement bien joué. Au fait, ai-je précisé que tout cela se déroule avant même le début du générique d'ouverture. Incroyable. Dans le passé, la sénatrice Thurman conduit Daniel et Hélène dans un hangar où, à la surprise générale, Charlotte retrouve Daniel, mais brièvement seulement, car Anna Thurman insiste pour qu'il la suive dans une salle remplie d'avocats et d'accords de confidentialité. Je ne réalisais pas à quel point Charlotte m'avait manqué jusqu'à présent. Elle n'est apparue que dans quelques épisodes et je me suis déjà énormément attaché à elle. L'inquiétude immédiate que manifeste Daniel en la voyant là, ainsi que la façon dont il ignore totalement le docteur, témoigne du formidable jeu d'acteur d'Ashley Zuckerman. Nous rencontrons enfin Per Stenson, l'homme le plus riche du monde. Il propose avec désinvolture à Daniel et Hélène 100 000 $, puis 1 million chacun, simplement pour signer des documents leur donnant accès à ce qu'il qualifie de plus grand secret au monde. Il possède un charme inquiétant et plaisante sur l'idée d'acheter la base de Guantanamo comme s'il s'agissait d'une multipropriété. Tous deux finissent par signer, Daniel parce qu'il a besoin de savoir ce qui est arrivé à sa sœur, et Hélène parce qu'elle a besoin de le savoir, elle aussi. Thurman soutient très sérieusement qu'il s'agit bel et bien de sauver le monde. Quel plaisir d'avoir un Hanks dans cette série. On en vient enfin à l'intrigue secondaire centrée sur l'enquête de Paul Billings. Il confronte directement Ed Harwood au sujet du meurtre de Orla Kent et de la manière dont son corps a été déplacé sans qu'aucune caméra ne capte la scène. Harwood se distingue ici par son sarcasme et son amertume lorsqu'il s'insurge contre la décision de la justice d'envoyer des gens aux mines pour de simples idées, citant en exemple un magicien condamné pour la possession présumée d'une relique théorique. Il déclare sans détour à Paul qu'il respectait Holston en tant que shérif, ce dernier prenant au moins en compte l'impact d'une condamnation aux mines sur une famille, et le raille pour avoir ouvert à son encontre cette enquête qui n'ont jamais abouti. Il finit par admettre s'être disputé avec Orla la veille de sa mort, furieux que sa fille Glenda ait été écartée du poste de responsable des fournitures au profit de cette dernière. Mais il nie l'avoir tuée et dit à Paul de déguerpir faute de preuves plus solides. Le pauvre Paul, il est en galère totale dans cette enquête. C'est sûr, c'était beaucoup plus simple avec Juliette. De retour auprès de Juliette et de son groupe, le plan prend enfin toute sa forme. Il compte utiliser la poudre restante de la précédente rébellion pour faire sauter une section du mur du judiciaire ainsi que la conduite acheminant le poison. Pour ce faire, ils se feront passer pour une équipe de maintenance. Martha fait remarquer qu'il ne leur reste que 6 combinaisons. Teddy prend en main l'exécution du plan, affirmant que l'opération est réalisable avec une équipe compétente, bien que l'obtention de laissez-passer pour accéder au judiciaire nécessite l'aide de Sims. Knox estime que les nouvelles combinaisons ne leur offrent qu'un sursis de 1 heure, selon le temps nécessaire pour colmater la conduite. Entre une centaine et 1 millier de personnes vivant dans les niveaux résidentiels situés au-dessus et en dessous pourraient périr. Carla suggère simplement de boire l'eau et d'abandonner le projet. Teddy demande s'il faut procéder à un vote, mais Bernard balaie l'idée, affirmant que le silo a déjà tranché en élisant Juliette au poste de maire et que la décision lui revient à elle seule. Dans le passé, on retrouve le groupe à bord d'un jet privé. Charlotte y révèle à Daniel que la restauration de sa mémoire a été volontairement incomplète. On a commencé par ses souvenirs les plus récents, la marine, la mission l'Iran, mais le crash lui-même reste enfoui. Elle en connaît les faits, mais elle a l'impression que cela est arrivé à quelqu'un d'autre. C'est un point qui avait été largement suggéré depuis notre rencontre avec le docteur dans le 2e épisode de la saison. De son côté, Hélène discute avec l'homme mystérieux qui les suivait depuis plusieurs épisodes, apparemment le bras droit de Thurman, et lui demande de raconter son histoire. À un moment donné, il se demande si Hélène ne cherche pas à recueillir des informations pour dresser son portrait. Elle répond alors avec désinvolture: c'est mon mode, par défaut, tout le monde m'intéresse. C'est l'une de mes répliques préférées de Hélène, car je m'y identifie totalement. La séquence bascule ensuite sur Daniel discutant avec le docteur. Ce dernier finit par avouer que la technique qu'il applique à Charlotte est une méthode qu'il a inventée 30 ans plus tôt pour oublier la mort de sa propre fille, survenue dans un accident de voiture qu'il avait lui-même provoqué. Il soutient que cela a fonctionné, qu'il a pu choisir ce qu'il voulait garder en mémoire et ce qu'il voulait laisser partir. Sauf qu'il vient de raconter toute l'histoire en détail à Daniel, ce qui contredit en réalité ses propres affirmations. C'est une petite contradiction inquiétante qui nous amène à nous interroger sur la fiabilité réelle de ce remède.
Knox presse Mark Chambers de révéler les véritables circonstances de la mort de son père et apprend que la version officielle, celle d'un effondrement de tunnel, n'est qu'une couverture. Son père avait conçu quelque chose pour Ed Harwood et en échange, le décès d'une autre personne avait été discrètement enregistré sous son nom. Mark prévient Knox que fouiller davantage dans les affaires de Harwood est le meilleur moyen de disparaître pour de bon. Pendant ce temps, Bernard emmène Juliette rencontrer Gloria Hildebrand. Celle-ci a tout récemment cessé de prendre le médicament effaçant la mémoire, précisément parce qu'elle est à même de comprendre ce que traverse Juliette. Bernard profite de l'occasion pour enfin lui parler des gardiens de la flamme. Ces personnes cherchaient la vérité sur l'époque d'avant et gardaient l'espoir d'un monde habitable à l'extérieur. Deux reliques revêtaient une importance capitale. L'une d'elles était un carnet à spirale recherché en vain depuis 300 ans, l'autre était le journal intime d'un porteur nommé Mission, l'homme même qui avait transporté les explosifs utilisés pour faire sauter l'escalier lors de la grande révolte initiale il y a 140 ans. Gloria en lit la dernière entrée à voix haute. Le texte est glaçant et bouleversant. Il relate le vécu d'un homme voyant sa propre mémoire se dissoudre en temps réel, terrifié au sein d'un silo où l'on avait dû installer des filets dans les cages d'escalier tant les gens se jetaient dans le vide. Bernard enchaîne avec le chiffre le plus accablant de tout l'épisode. La dernière fois qu'un responsable du DIT a choisi de droguer le silo plutôt que de laisser une procédure du dernier recours s'enclencher, la terreur et la désorientation provoquées par la drogue ont, à elles seules, causé la mort de 2000 personnes. C'est là le coup de l'inaction mis à nu. Et l'objectif est clairement de pousser Juliette à prendre une décision qu'elle refuse encore d'envisager. La visite de Daniel et Hélène atteint sa destination, la Géorgie. Il s'agit d'un site autrefois composé de 42 fermes familiales devenues aujourd'hui la propriété privée de Per Stenson, où d'énormes foreuses s'activent à construire, ce qui, nous le savons, deviendra le réseau de 51 silos. Thurman a également une conversation avec Daniel au cours de laquelle elle lui explique que Per Stenson est le cerveau de l'opération tandis qu'elle n'est qu'une adepte convaincue, espérant que Daniel le deviendra aussi une fois qu'il en saura davantage. Pour le moment, nous avons simplement franchi la porte pour l'origine des silos, mais il me tarde d'en savoir plus et j'ai hâte de voir les 3 derniers épisodes pour ça. Camille a besoin de l'aide de Sims pour interroger Amy Hansen, qui a basculé psychologiquement, alors qu'elle est détenue au judiciaire. Alors que la mission de la rébellion au sein du judiciaire est en cours, Teddy signale soudain que Sims et Camille viennent d'y pénétrer. Juliette, refusant de mettre Sims en danger, s'apprête à annuler la mission, mais Bernard lui demande si elle aura jamais une autre chance. Au moment précis où l'équipe de Teddy est sur le point de faire exploser les charges, la voix de Kennedy retentit. Il dit que les enfants du silo 17 sont sains et saufs. Juliette annule l'explosion à la toute dernière seconde, mais la confusion sur les ondes entraîne un retard. C'est une séquence d'une intensité folle qui m'a fait suer à grosses gouttes. C'est sans conteste le point culminant de l'épisode. En revanche, le sort de Lucas reste malheureusement incertain. Le moment le plus bouleversant de l'épisode met en scène Camille et Sims. Elle l'accule furieuse qu'il ait utilisé leur fils pour faire passer des laissez-passer en contrebande, tandis qu'il exige qu'elle cesse de mettre la drogue dans l'eau. Face à son refus de donner une réponse claire, elle déverse sa colère sur Amy, menaçant de l'abattre sous ses yeux pour le forcer à parler. La scène est atroce à regarder, et les supplications de Sims pour qu'elle s'arrête ne font qu'aggraver les choses. Lorsqu'elle remet en question son intégrité, il admet avoir commis pire par le passé, mais il insiste sur un point. Que leur fils se souvienne ou non de l'un ou l'autre, il mérite d'avoir au moins un parent qui n'a jamais tué personne. L'épisode s'achève sur une vue aérienne du site de forage alors que le groupe observe la scène depuis les hublots de l'hélicoptère. Daniel reconnaît manifestement ce qu'il voit, or il avait été mentionné en passant lors du premier épisode de la saison qu'il avait inventé une sorte de foreuse. La mort de Lucas et Patrick semble crédible car la mission est interrompue par une attaque au moment même où ils s'approchent du silo 17. L'algorithme avait déjà donné son accord pour leur départ tout en prévoyant secrètement de saboter la mission. Le danger était donc inscrit dans le plan avant même l'ouverture du SAS. La liaison radio est alors interrompue après un bruit bizarre qui ressemble à un drone puis des tirs d'armes. Plus tard, l'algorithme informe Camille qu'ils ont été neutralisés. Il convient également de noter le terme « neutralisé ». Il rend compte d'un résultat du point de vue du système plutôt que de montrer 2 corps au spectateur. Silo confère à l'algorithme une quantité considérable d'informations et de pouvoir, mais l'épisode 7 démontre d'emblée que son évaluation ne correspond pas nécessairement à la réalité objective. La transmission de Patrick indique qu'il a atteint le silo 17 et que les personnes que Juliette espérait aider sont toujours en vie. Le message parvient au moment précis où le groupe de Juliette s'apprête à utiliser des explosifs contre les infrastructures du dernier recours à l'intérieur du silo 18. Une solution désespérée pour pallier l'absence des informations que Lucas et Patrick étaient censés récupérer. À la réception de la transmission, Juliette annule ce plan. L'indice lié à l'identité est plus probant que la simple reconnaissance vocale. Patrick s'était vu attribuer le nom de code Calso et les téléspectateurs ont relevé lors des échanges suivant la diffusion de l'épisode qu'il s'identifie effectivement sous ce nom. Juliette réagit comme si elle reconnaissait Patrick et les téléspectateurs utilisant les sous-titres ont également signalé que le dialogue est attribué à Kennedy.
Cela fait d'une explication simple la meilleure pour l'instant. Patrick a survécu à l'attaque extérieure et a réussi à pénétrer dans le silo 17. Ce qui reste à éclaircir, c'est comment il y est parvenu, et surtout comment il a pu communiquer avec les autres, car Martha révèle plutôt qu'elle espère qu'elle n'entendra pas sa voix, ce qui laisse penser qu'elle a coupé sa radio. Il est théoriquement possible que l'algorithme utilise la voix de Patrick, mais il n'existe actuellement aucune preuve directe que la transmission soit fabriquée. Cette hypothèse a surgi presque immédiatement car le message tombe à point nommé de manière suspecte. Il existe des raisons de se méfier de l'algorithme. La 3e saison a montré à maintes reprises qu'il manipule les informations, agit par l'intermédiaire de Camille et n'hésite pas à tromper les gens si cela permet de protéger le système global des silos. On peut également souligner que la saison brouille de plus en plus la frontière entre un algorithme autonome et une intelligence potentiellement humaine opérant derrière cette voix. Cela ne signifie pas pour autant qu'il est capable de cloner la voix de Patrick. On peut supposer qu'il existe la possibilité que le système ait pu intercepter les communications radio et fabriquer l'appel, mais cette idée reste une théorie plutôt qu'un fait confirmé par l'épisode. Il ne serait pas impossible pour le système de falsifier la transmission en utilisant le code exact de Patrick s'il avait surveillé la mission. Toutefois, ni les personnages ni les téléspectateurs n'ont encore vu de preuve d'une capacité de reproduction vocale. Tant que la série n'aura pas apporté cet élément manquant, cette théorie nécessitera davantage de suppositions que le simple fait d'admettre que Patrick a survécu. L'épisode est bien moins explicite au sujet de Lucas qu'il ne l'est pour Patrick. On entend la voix de Patrick, mais Lucas ne bénéficie pas de la même confirmation verbale explicite. Cela ne signifie pas pour autant que Lucas est mort. L'épisode ne montre jamais son corps, et l'arrivée réussie de Patrick laisse tout à fait envisager que le duo a survécu ensemble, Lucas étant peut-être blessé ou dans l'incapacité d'utiliser la radio. Certains téléspectateurs ont déjà émis l'hypothèse que Patrick aurait pu aider Lucas, blessé, à pénétrer dans le silo 17, mais cela relève davantage de l'interprétation que d'une information confirmée à l'écran. La série a de bonnes raisons dramatiques de dissocier leur sort. Confirmer la survie de Patrick permet de résoudre une partie suffisante du suspense pour faire avorter le plan de secours de Juliette, tandis que maintenir le doute sur Lucas préserve la dangerosité de la mission à l'approche de l'épisode 8. Si la série avait voulu faire croire aux téléspectateurs que les deux hommes étaient incontestablement en sécurité, la série aurait facilement pu laisser Lucas parler, mais ce n'est pas le cas. Le mystère entourant la voix de Patrick fonctionne parce que la série a appris à son public à se méfier des informations trop commodes. L'algorithme ment, les souvenirs peuvent être altérés, les écrans peuvent afficher de fausses images, même une voix familière se manifestant au moment opportun suscite naturellement la méfiance. Pour l'heure, l'épisode fournit plusieurs éléments concrets désignant Patrick Kennedy comme l'interlocuteur, tandis que les indices suggérant qu'une personne ou une entité usurpe son identité ne sont que circonstanciels. Son nom de code, le fait que Juliette le reconnaisse et les sous-titres de l'épisode convergent tous dans la même direction. L'incertitude réelle se déplace donc vers Lucas et l'attaque. Patrick a apparemment atteint le silo 17, mais les téléspectateurs ignorent encore comment il a survécu. Si Lucas l'a accompagné, ou si le système les ayant déclarés neutralisés a réellement perdu leurs traces. Si Patrick a véritablement échappé à la certitude de l'algorithme, cela pourrait s'avérer plus important encore qu'une énième fausse mort. Cela signifierait que la machine contrôlant le silo 18 peut se tromper. Mais il faut aussi prendre en compte que l'algorithme déclare que le dernier recours peut être momentanément écarté, mais pas inévitable. Il se peut que l'attaque contre les deux hommes soit le plan B du dernier recours, ce qui voudrait dire que ceux du silo 17 ne sont pas morts à cause de l'air extérieur, mais exécutés par le plan B du dernier recours, ce qui laisse en suspense la question suivante: pourquoi les gens n'ont-ils pas le droit de sortir? Les révélations sont en train d'arriver. On s'approche à grands pas de toutes ces révélations et j'ai hâte de les découvrir. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as des théories? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous bab. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.